Responsables des grippes humaines et animales, les virus influenza A font preuve, grâce à leur génome, de facultés d'adaptation inégalées. Les risques zoonotiques et pandémiques sont permanents. Dans la prochaine conférence, il sera question de l'impact de la promiscuité interespèce et des questions que pose l'émergence et la diffusion d'une nouvelle souche atypique. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de présenter l'oratrice qui va nous entretenir de ces sujets. Annie Kinden est professeure ordinaire à l'Université libre de Liège, à l'Université de Liège. Heureusement, Jean-Michel est agrégée d'enseignement supérieur en sciences vétérinaires. Elle fait partie également du Collège européen de microbiologie vétérinaire. Elle est titulaire d'un master en santé animale tropicale et a réalisé un stage postdoctoral aux USA. À la faculté de médecine vétérinaire de Liège, où elle dirige le service de santé, elle s'occupe essentiellement de la pathologie de la faune sauvage. Et elle représente également la Belgique en tant que point focal wildlife auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, je remercie l'Académie de me donner l'opportunité de parler des influenza A et de manière large des débordements passés et peut-être à venir. Et ce sujet croise avec l'actualité, puisque je ne sais pas si vous avez vu à Genève, l'OMS jeudi a présenté un point presse pour souligner l'importance de la grippe aviaire H5N1 et de souligner son inquiétude, notamment par rapport au débordement au départ de cette souche. Donc, ça reste un sujet relativement chaud. Alors, quand on parle de débordement, du spillover en anglais, donc c'est un processus qui est connu de nombreux virus, et dans ce cas-ci, c'est le débordement d'un virus depuis un hôte X vers un hôte Y. Et donc le virus va devoir franchir des barrières bien précises pour parvenir à atteindre cet hôte. Et cet hôte doit évidemment aussi ériger des barrières pour se défendre, si vous voulez, de manière schématique. J'ai pris ici un schéma très général sur ce que c'est que le processus de débordement qui demande que toute une série de conditions soient remplies et chez l'hôte de départ et chez l'hôte susceptible. Donc chez l'hôte de départ, il faut des effectifs de population importants, que l'animal soit sensible, évidemment porteur, et que la prévalence soit élevée, que le pathogène soit excrété. La ligne en bleu, c'est l'interface avec l'environnement ou avec un vecteur éventuel, puisque c'est un schéma très général qui ne concerne pas que les influenza. Et puis vous avez aussi des conditions à remplir au niveau, il faut que l'autre récepteur soit évidemment exposé et susceptible. Et donc, finalement, c'est pour ça que je dis, ça exige un alignement spatio-temporel, il faut que les trous soient alignés, que les astres soient alignés, si vous voulez, pour que le débordement ait lieu. Et ce débordement peut ne pas réussir, ou bien il peut être repéré. C'est ça qui est important aussi. Alors, le support matériel du débordement, j'ai pris ici un schéma très général, et donc les influenza ont deux manières pour évoluer. La première, ce sont des mutations ponctuelles, parce que la polymérase virale fait régulièrement des erreurs de copiage, des erreurs aléatoires qui ne sont pas corrigées et qui sont à l'origine de mutations ponctuelles, c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique, qui est un processus lent. Et le shift antigénique, là, ce sont des réassortiments, et ça, ce phénomène se produit lorsque une cellule d'un hôte bien donné est le siège d'une co-infection, donc de deux souches virales différentes, et comme les influenza sont en fait 8 segments d'ARN, eh bien on va avoir un réassortiment de ces deux virus différents, et la progéniture est en fait un réassortant différent de la population parentale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le drift antigénique qui permet des sauts évolutifs beaucoup plus importants, j'en parlerai tout à l'heure.
Alors si en médecine humaine, on vous parle de la grippe humaine, en médecine vétérinaire, évidemment, il y a les grippes animales. Et donc, je salue ici mon professeur de virologie, professeur Étienne Tilly, qui a abordé toutes ces maladies avec nous quand on était étudiants. Et donc, c'est une large gamme, mais vous allez voir finalement que ces influenza se mélangent de manière tout à fait harmonieuse entre différentes espèces. Ce tableau n'est pas exhaustif, je n'ai pris juste ici donc la grippe humaine, la grippe porcine, la grippe équine et la grippe aviaire. Et donc les influenza A sont, comment dirais-je, leur nomenclature est basée sur la présence de deux glycoprotéines membranaires, l'hémalutinine et la neuraminidase. Et donc il y a, c'est surtout chez les oiseaux, donc 16 hémalutinines différentes, je n'ai pas mis ici les deux qui sont présentes chez les chauves-souris, et 9 neuraminidase différentes, et donc il y a donc toute une série de combinaisons possibles. Chez les oiseaux, vous avez toutes les combinaisons possibles, par contre chez l'homme, je vous avais pris les 3 hémalutinines qu'on va retrouver, dans la grippe saisonnière ou bien dans les pandémies qui ont déjà eu lieu, les 3 neuraminidase, chez le porc c'est un peu semblable, et la grippe équine, je vais en parler tout de suite. Il y a eu, en ce qui concerne la médecine humaine, donc 4 pandémies pour le siècle passé, 3 d'origine aviaire et 1 d'origine porcine. Alors si je reprends ici les débordements qui ont eu lieu et qui pourraient avoir lieu, les premiers, les plus importants, c'est évidemment des débordements entre des oiseaux sauvages et des oiseaux domestiques, et ça se passe depuis la nuit des temps. Donc les influenza qu'on trouve chez la volaille ont une origine évidemment sauvage. Et chez les oiseaux sauvages, on peut retrouver toutes les combinaisons dont j'ai parlé d'hémalutinine et de neuraminidase. Et chez les oiseaux sauvages, la plupart du temps, ce sont des virus qu'on retrouve au niveau du système digestif, qui sont excrétés dans l'eau et qui vont être véhiculés dans le monde sur les grands couloirs migratoires. Et donc quand tout se passe bien, eh bien donc, on trouve toujours des influenza faiblement pathogènes chez des oiseaux sauvages, et ce sont les grands courants migratoires qui vont leur permettre de se déplacer dans le monde entier. Alors, au départ de ça, il y a effectivement des débordements réguliers vers la volaille. Certains sont tout à fait sporadiques et d'autres sont pérennes et donnent lieu à des épidémies. Alors, avant de continuer, évidemment, je dois souligner la réalité de 2 pathotypes qui sont présents surtout chez les H5 et les H7. Et donc, je vais présenter ici l'hémalutinine, ici en bas. Et donc là, les virologistes me pardonneront pour les raccourcis que je vais faire. Et donc, voici ici l'hémalutinine des influenza. Et donc, si au niveau de l'hémalutinine est impliquée dans les processus de fusion membranaire, mais pour être active, elle doit être clivée. Et donc, si une insertion d'un motif polybasique au niveau du site de clivage est insérée ici, c'est ça qui est à l'origine de la différence entre le pathotype faiblement et fortement pathogène. Donc, les pathotypes faiblement pathogènes ne possèdent pas ce motif polybasique au niveau du site de clivage, et donc les hémalutinines ne pourront être clivées que par des protéases au niveau du système respiratoire de la volaille. Par contre, si ce motif polybasique est présent au niveau du site de clivage, eh bien des protéases présentes dans tout le corps de la poule, dans d'autres organes, pourront cliver l'hémalutinine et donc donner lieu à une maladie systémique et à des événements mortels. Donc c'est ça qui différencie les 2 souches, mais je répète bien, ça concerne cette différence en 2 pathotypes ne concerne que la volaille. Donc voilà pour les oiseaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, des débordements qui n'existent plus, mais qui ont existé, qui sont intéressants à lire, c'est les débordements entre les influenza équins et les influenza humains. Et donc, il y a des témoignages historiques qui montrent qu'il y a eu, dans le passé, simultanéité entre des épidémies chez les chevaux et chez les humains. Et donc, la plus forte épidémie chez les chevaux a eu, celle qui est la plus connue, donc, à la fin du 19e siècle, en 1872, où plusieurs villes ont été complètement bloquées parce que
les chevaux, cette épidémie avait tué énormément de chevaux. Il y a aussi des études sur des sérums anciens qui montrent que les humains peuvent être séropositifs pour le H3N8 qu'on trouve chez les chevaux, et donc expérimentalement, donc ça a même été prouvé, donc l'humain est sensible au H3N8 et fait ce qu'on appelle une petite grippette. Et donc jusqu'à la fin finalement du 19e siècle, c'était le cheval qui était finalement le plus proche de l'homme, et on peut dire que c'était un peu un ménage à trois où il y avait les hommes, les chevaux et la volaille. Et donc cette promiscuité était à l'origine de ces échanges influenza. Et puis au XXe siècle, finalement, le cheval a disparu, a été remplacé par la voiture, et donc finalement le cheval a perdu son rôle épidémiologique et ces échanges possibles entre donc les influenza humains et équins. Mais au XXe siècle, évidemment, est apparu d'autres événements qui vont modifier l'histoire et en tout cas l'épidémiologie des influenza, porcins ici en l'occurrence. Donc j'ai un peu fait la littérature et donc je n'ai pas trouvé de documents qui montrent des simultanéités de grippe humaine et porcine avant 1918. Donc s'il y a eu des cas, ils sont peut-être restés très très focalisés, parce qu'en fait les porcs ne bougeaient pas dans le passé, ils restaient finalement dans leur ferme, ils étaient déplacés d'une ferme à l'autre, mais ils ne bougeaient pas, et donc on n'avait pas les élevages intensifs qui sont apparus à partir du XXe siècle. Je vous ai mis ici en photo un immeuble, un grand immeuble en Chine qui est prévu pour élever 1 million de porcs, et j'ai retrouvé la même photo de l'intérieur, donc ils sont bien, mais bon, ils sont quand même serrés. Donc ça, c'est l'élevage intensif. Et donc c'est clair que ça, c'est des activités humaines qui ont fortement modifié ici au XXe siècle l'épidémiologie des influenza. Et donc non seulement ils sont serrés et très proches, mais en plus ils voyagent. Les porcs voyagent en avion depuis le XXe siècle. Et donc ça me permet de rappeler quand même que la 4e pandémie qui a eu lieu en 2009, c'est au départ une souche porcine, mais ce sont des réassortants, et donc c'est une pandémie donc, qui a pris naissance au Mexique, qui a d'abord touché des porcs et puis des humains. Il y a quand même à peu près 280 000 décès humains de cette pandémie de 2009. Et donc ce qui a pu être prouvé, c'est que cette souche pandémique H1N1 est en fait un triple réassortant nord-américain H3N2 associé à une souche classique américaine H1N1 et à une souche eurasienne H1N1 qui venait d'Europe. Et donc il a été prouvé que ce sont en fait ces mouvements qui sont à l'origine de l'émergence de ce quadruple réassortant qui est à l'origine de la pandémie chinoise. Donc ce sont évidemment, vous en doutez clairement, les activités humaines qui sont à l'origine de ces modifications. Alors, 2-3 mots très vite sur la grippe du chien et la grippe du chat. Je citerai que le H3N2 canin, qui est apparu en Asie et puis qui est maintenant répandu dans le monde entier. Et j'ai lu qu'en fait, il s'est répandu aux États-Unis parce que il y a quelques années, des Américains ont décidé de sauver des chiens de boucherie qui étaient destinés à la boucherie en Asie, et donc il y a toute une série de chiens qui ont été transportés en avion aux États-Unis. Et le H3N2 s'est répandu aux États-Unis lors de cet événement encore, visité par des humains. Ce H3N2, on peut aussi le retrouver chez le chat, donc le chat est naturellement sensible à ce sous-type-là, mais le chat est aussi sensible à la grippe saisonnière humaine et au H7N2. Alors peut-être ici, on est bien d'accord que ce n'est pas un contexte épidémiologique comme ce dont on vient de parler chez le porc et les élevages intensifs de porc. Ceci dit, je pense qu'on peut quand même rester attentif à un événement qui prend naissance aux États-Unis, c'est qu'il existe maintenant des Doggy Care Centers. Et donc en fait, dans certaines villes, les gens vont déposer leurs bébés et leurs chiens dans des crèches, si vous voulez, où les chiens, évidemment, s'amusent bien, mais donc on va quand même modifier en termes de promiscuité et de densité. Donc il faudra peut-être être attentif à ça, puisque ça arrivera en Europe
prochainement que finalement ça pourrait devenir une niche épidémiologique que nous ne connaissons pas actuellement. Alors maintenant, quel débordement vers l'homme? J'ai repris des débordements directs et puis des débordements indirects. Très vite sur les débordements directs des oiseaux vers l'homme. Donc ça, évidemment, ça existe. Ce sont des débordements qui sont initiés par des contacts directs entre de la volaille infectée par une influenza et des humains. Donc c'est pour ça que j'ai mis une photo. Ça se passe surtout sur des marchés, dans des élevages. Je vais montrer les chiffres de mortalité, mais la plupart des cas ne sont pas notifiés, ils sont asymptomatiques. Et la transmission interhumaine est rare, si on prend l'ensemble des événements de débordement. Donc il y a des débordements, mais ils ne sont pas pérennes. Ceci dit, je vous remets ici quand même le tableau de la transmission directe influenza aviaire de l'oiseau vers l'homme sur les 60 dernières années, qui montre quand même ici que d'abord ça concerne, c'est vrai, beaucoup de H5, H7 et H9, et les taux de létalité sont quand même repris ici, et notamment le H5N1 dont je vais parler, donc il est apparu en 1996, il y a quand même jusqu'à présent presque 900, je crois que c'est 890 personnes notifiées, donc symptomatiques, avec un taux de létalité de 52%, donc c'est quand même pas anodin. Donc ça c'est du transfert, je dirais, direct. Et puis, la deuxième chose vraiment importante en termes de débordement, ce sont les débordements indirects via ce qu'on appelle les mixing vessels, des vaisseaux de mélange. Et ici, de manière très schématique, je vous présente ce que c'est qu'un vaisseau de mélange. Les virus influenza se fixent au niveau de récepteurs qui sont constitués d'acide sialique. Ils sont liés soit en position alpha-2,3 à un galactose, comme c'est le cas ici de manière très schématique chez la volaille. Et donc, ces récepteurs-là sont privilégiés par les virus aviaires, enfin les virus, les influenza de type aviaire. Et à contrario, chez l'homme, schématiquement, l'homme possède des récepteurs un peu différents, de type alpha-2,6, et donc les influenza de type humain vont préférentiellement se lier à ce type de récepteurs. Et donc, un vaisseau de mélange, l'exemple type est ici, c'est le porc. Le porc possède ces deux types de récepteurs, alpha-2,3 et alpha-2,6. Ça veut dire qu'il peut être co-infecté par des virus d'origine aviaire, des virus d'origine porcine évidemment, et des virus d'origine humaine. Et donc, le porc peut être le siège de réassortiment très très important, les réassortiments dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est un schéma très général, et finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'à la place du porc, maintenant, vous pouvez mettre toute une série d'animaux, et donc l'homme aussi, parce que l'homme possède aussi des récepteurs de type alpha-2,3. D'autres animaux aussi, je vais le voir tout à l'heure, et donc finalement, ces hôtes de mélange sont très très nombreux, et sont donc le siège de réassortiments qui peuvent être évidemment problématiques. Alors, ces mixing vessels, finalement, on peut se demander, tiens, quels sont les hôtes de mélange les plus dangereux pour l'homme? Et donc, Mettenheimer a fait cet exercice et il a d'ailleurs présenté une partie de ses résultats lorsqu'il est venu en février ici à l'Académie. Et donc, pour être un bon mixing vessel, il faut un certain nombre il faut remplir un certain nombre de critères. Donc il faut, et ça c'est important, je mets un, posséder les deux types de récepteurs, mais en densité, en nombre et en distribution. Certains animaux ont surtout des alpha-2,3 au niveau du nez, d'autres au niveau du respiratoire profond. Donc ce facteur-là est très important. Il faut aussi que l'hôte de mélange soit évidemment sensible et qu'on puisse y retrouver des influenza circulants. Et il faut, très important, que cette population-là soit dense, que ce soit un effectif de population très très important. Et, dernière condition très importante, il faut un contact rapproché avec l'homme. Et donc, sur base de ces critères, Mettenheimer a proposé que certaines espèces pouvaient être vraiment considérées comme à haut risque en termes d'hôtes de mélange
mélange, et donc vous voyez évidemment l'homme est un mixing vessel, le porc on en a parlé. Vous voyez qu'il y a des animaux comme des mustélidés, hein, des mammifères marins. Bon, en contact avec un mammifère marin n'est pas si évident que ça, et dans des parcs, effectivement, ça pourrait se trouver. Et puis finalement, le chien et le chat peuvent être considérés comme des mixing vessels, et surtout par leur contact rapproché du laboratoire. Chien et chat, surtout par leur contact rapproché avec l'homme. Alors, puisqu'on parle de mixing vessel, évidemment, ça me permet de glisser sur le sujet d'actualité et la souche importante, qui est la souche Guangdong 1996. C'est un H5N1 qui a été donc découvert, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est une souche au départ, la souche parentale, donc à presque 30 ans. Et donc c'est un virus qui a été découvert et qui a provoqué des mortalités massives dans des élevages d'oies en Chine en 1996. Donc ça démarre de là en fait, hein, cette souche-là. Et donc la descendance a des particularités très très inquiétantes dans la mesure où pour la deuxième fois, mais passons l'exception, pour la première fois, on observe des mortalités massives dans les populations d'oiseaux sauvages, dans certaines espèces d'oiseaux sauvages. Ce qui n'était pas le cas avant, j'ai dit que beaucoup d'influenza aviaires circulaient dans des populations d'oiseaux, mais ici, c'est un virus. La descendance de ce Guangdong 1996 tue énormément d'oiseaux sauvages, enfin certaines espèces en tout cas, et donc il y a des mortalités de masse, vous en avez entendu parler, et probablement peut-être, oui, des foules passants. Donc les Français ont été en 2022 fort inquiets parce qu'ils ont une très belle colonie de foules passants au lac des Côtes-Bretonnes, avec plus de 40 000 foules passantes, et la moitié de la population a été décimée par cette influenza. Et donc c'est sûr que ça posait problème donc, en termes de mortalité chez les espèces d'oiseaux sauvages. J'ai repris ici, puisqu'on parle de débordement, les débordements et la létalité de la descendance de Guangdong 1996. Et donc on voit que si, au départ, la souche parentale ici en 1996, on peut voir, et ça ne concerne que les oiseaux sauvages, tous les autres becs qui ont émergé et donc qui ont tué des oiseaux depuis 1996, avec un clade très particulier qui est apparu en 2010. Le clade 2, 3, 4, 4, qui est un clade qui s'est répandu dans le monde entier et qui est clairement endémique dans nos populations d'oiseaux sauvages, en Europe aussi depuis 2016, donc il est bien présent chez nous. Et ce clade particulier, j'ai résumé ici évidemment certaines de ses caractéristiques. En ce qui concerne les oiseaux, je vous ai dit, il est responsable de mortalité de masse dans de nombreuses espèces. En plus de 350 espèces d'oiseaux ont été en tout cas recensées en termes de mortalité. Et puis, il y a une partie de caractéristiques qui concernent les mammifères. Et donc, c'est un virus très très enclin à déborder vers les espèces de mammifères. Ce sont surtout des carnivores qui sont concernés. Pourquoi? Parce que les carnivores, en fait, s'infectent en ingérant des oiseaux sauvages infectés. Et donc, c'est surtout des carnivores qui ont été détectés, donc infectés. Alors, il y a des cas isolés, le plus souvent, notamment chez des renards. On dit qu'on a trouvé des renards, des putois et des furets domestiques positifs pour ce clade-là. Mais il y a des mortalités massives qui ont été notifiées, notamment chez des otaries, des lions de mer au large du Pérou et de l'Argentine, chez des phoques également et chez des mustélidés, je vous en parlais. Alors la transmission intermammifère, donc je suis prudente, j'ai mis ici, est suspectée, mais elle est quand même avérée, je vais en parler pour certaines espèces. Les chats, chiens et furets peuvent être infectés et il y a peu de cas humains jusqu'à présent. Ceci dit, l'EFSA, je pris une carte de l'EFSA, considère que ce clade-là est à l'origine de la pire épidémie jamais connue en Europe et qui a tué donc, des millions de volailles dans le monde depuis son émergence. Alors, deux événements, je veux souligner, qui sont probablement plus inquiétants que les autres en termes de débordement. C'est que ce clade a infecté des élevages de
d'animaux à fourrure. En Finlande, et en des visons. Et en Finlande, c'était aussi des chiens livrins, donc des animaux à fourrure. Et en 2022 et en 2023 pour la Finlande, avec des tableaux cliniques sévères, donc les animaux, les visons mouraient après avoir présenté un tableau nerveux. Dans ces élevages-là, la transmission entre mustélidés est avérée. Alors comment se contaminer? En fait, on ne le voit pas sur la photo, mais en fait, les élevages d'animaux à fourrure, c'est l'enfer. Ça va parfois jusqu'à 50, 60 000 visons élevés au même endroit, sous des abris, mais en contact ouvert avec d'éventuels oiseaux sauvages. Donc c'est pour comme ça qu'au départ se passe la transmission et puis la transmission entre mustélidés. Et alors ce qui est inquiétant aussi, c'est que on a donc les séquences qu'on a retrouvées chez Vison, eh bien, il y a des indicateurs d'adaptation mammalienne, et notamment, il y en a plusieurs, mais je n'ai mis ici que la plus importante. Donc, il y a une mutation au niveau d'un des gènes qui code pour la polymérase et qui fait que la polymérase est plus active au niveau son activité est améliorée en ce qui concerne les cellules mammaliennes. Donc, ce sont des mutations qui sont retrouvées, qui ont été retrouvées chez tous les visons, aussi bien en Espagne qu'en Finlande, qui étaient infectés par le clade en question. Alors jusqu'à présent, en ce qui nous concerne les visons, il n'y a pas eu de transmission humaine détectée en tout cas. Et le deuxième événement important, c'est la présence, donc au Texas, il n'y a pas que des patous, mais aussi beaucoup de bovins, et la présence de ce virus, de ce clade-là, dans des élevages de bovins. Donc, le premier cas a été détecté chez les chevreaux, donc une mortalité anormale chez les chevreaux au Minnesota, et puis un élevage de bovins laitiers était infecté avec, chez les bovins, très peu de signes cliniques, perte d'appétit, chute de production laitière, mais on retrouve quand même le virus dans le lait. Et ce débordement est détaillé aussi ici en avril 2024, donc il y a jusqu'à présent aux États-Unis 28 élevages de bovins, donc c'est la première fois qu'on retrouve un influenza A symptomatique chez les bovins. L'expression par le lait, j'en ai parlé, et alors j'ai mis transmission entre bovins non exclus, mais bon, je pense clairement que quand on voit ici que 8 États ont été touchés et qu'il y a eu, ça a été prouvé, des transferts, des mouvements de bovins vivants entre ces différents États et ces différents étages, je pense que je peux aussi dire que comme pour les mustélidés, la transmission entre mammifères est possible. Il y a eu un travailleur a été infecté, 3 chats, et quand je dis travailleur infecté, donc c'est une personne qui a juste présenté une petite conjonctivite, mais qui était positif avec le clade en question. Et par contre, on n'a pas trouvé donc, de mutation indicatrice d'adaptation mammalienne jusqu'à présent chez les bovins infectés. Alors je voudrais terminer en évidemment soulignant que pour la Belgique, c'est Cienzano qui établit la surveillance de la circulation de ces influenza chez les animaux et que il est évidemment le diagnostic qui est prêt pour les situations de crise. Donc voilà en général les cartes qui sont transmises par Cienzano. Et donc Cienzano, nous travaillons en collaboration avec les régions et l'Université de Liège en termes de surveillance active et passive pour vérifier la circulation de l'influenza au sein des populations d'oiseaux sauvages. Et je terminerai par vous renvoyer vers 2 documents. Donc le Risk Assessment Group Maladies émergentes a rédigé 2 rapports tout à fait récents sur ce dont on est en train de parler, les risques zoonotiques liés aux infections des mammifères par cette souche-là bien précise, enfin ce cas-là bien précis. Et je vous ai mis ici les conclusions. Donc, le risque d'infection des mammifères par ce flagelle est considéré actuellement en Belgique comme très faible, mais il faut être très très vigilant pour les espèces sensibles dont j'ai parlé, les chats certainement, mais les mustélidés bien sûr, pour lesquels le risque est considéré comme faible à modéré. Et en ce qui concerne les humains, jusqu'à présent non plus, pas d'inquiétude, mais une vigilance est
important. Donc pourquoi? Parce que jusqu'à présent, pour ce plan-là, en tout cas, le débordement vers l'homme reste un événement grave. Il y a aussi dans ce rapport toute une série de recommandations, évidemment, sur la manière de gérer la situation à l'interface faune sauvage, faune domestique et au sein des élevages de volailles. Et le deuxième rapport est un rapport qui concernait donc, le débordement vers les ruminants, donc bovins et chèvres. Et donc la probabilité d'exposition des bovins et des chèvres en Belgique est considérée comme très faible. Et donc il y a aussi toute une série de recommandations qui sont évidentes, notamment sur le fait de ne pas boire de lait cru, puisqu'évidemment il y a beaucoup d'études pour le moment sur cette transmission de ce virus par le lait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous allons commencer par les questions des panélistes et des... Non? Oui, bon. On a changé d'avis. On a changé d'avis. D'accord. On n'avait pas de problème. Merci. Ok. Donc, il y a des questions dans la salle. Voilà, merci Annick, merci chers collègues pour cet excellent exposé. Moi j'avais d'abord un commentaire, pas envers la présentation, mais envers le contexte lié à la grippe chez les bovins actuellement aux États-Unis, et qui est en fait un élément de langage que j'ai pu remarquer dans la littérature, dans le journalisme vétérinaire actuellement aux États-Unis, et puis après une question sur les zoonoses inversées. J'ai pu remarquer que l'Association des vétérinaires américains souhaitait qu'en fait on ne parle plus d'influenza hautement pathogène chez les bovins, mais d'influenza bovin, en fait de grippe bovine, qui sera en quelque sorte un néologisme. Et je pense que c'est en termes de communication, de manière à ne pas effrayer le public par une distribution d'un virus qu'on qualifie de hautement pathogène dans une espèce qui est évidemment largement utilisée pour la consommation humaine. Donc, je voudrais bien avoir tout d'abord ton avis par rapport à ça. C'est plutôt des éléments de langage et de communication qui me semblent importants vis-à-vis de la population et vis-à-vis du public. Oui, je pense que tous les aspects communication sont excessivement importants, parce que quand on lit actuellement dans la presse, les vaches sont contaminées, et donc je trouve que ça crée une psychose tout à fait non justifiée. Ceci dit, nous, je pense que les scientifiques, donc oui, il faut informer les gens et leur dire que jusqu'à présent, donc, ce n'est pas, je dirais, dangereux pour l'homme, mais quand même, il faut rester vigilant sur l'évolution de ces cas dans les élevages bovins aux États-Unis. Je pense que c'est quand même la première fois qu'un influenza A est à l'origine de tableaux symptomatiques, même si j'ai lu qu'on avait, quand on fait des sérologies chez les bovins, on retrouve quand même des anticorps contre les influenza. Donc, surtout des D qu'on trouve chez les bovins, ils sont quand même, effectivement, ils peuvent être infectés, mais de manière toujours asymptomatique par des influenza. Mais ici, oui, je suis d'accord sur l'aspect communication qui doit être important. Maintenant, retrouver dans le lait, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Oui. Si vous me permettez une deuxième intervention, ça concerne évidemment maintenant les deux aspects de la zoonose, parce que je voudrais bien avoir ton avis concernant l'impact de la zoonose inversée dans le contexte des influenza. Donc la transmission d'un influenza, non plus de l'animal à l'homme, mais de l'homme à l'animal. Oui, c'est un débordement aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Chez le porc, c'est plus souvent ce qui se passe. Donc c'est plus souvent, le porc est plus souvent infecté par des influenza humains que l'inverse. Donc ici, c'est vrai que j'ai anthropocentré ma discussion concernant les débordements, mais oui, le porc est victime des influenza d'origine humaine, et je pense qu'actuellement, le pandémique de 2009 circule de manière endémique chez les porcs. Donc oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû insister un peu plus sur les zoonoses inversées. Passe à Rodin. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Il me semble avoir lu que la grippe dite espagnole était au départ une grippe aviaire aux États-Unis,
Alors la question est la suivante. On a raconté qu'un certain nombre de patients inuits étaient morts de grippe aviaire, avaient été enfouis dans le sol. Donc on parle de la fonte du permafrost. Est-ce que ce risque est un fantasme? Oui, c'est vrai que j'ai lu qu'on avait retrouvé, enfin je ne sais pas si c'est des Inuits, mais c'est vrai qu'on a retrouvé effectivement des traces de H1N1 de 1918. Maintenant, on est immunisé contre les H1. Donc les virologistes me donneront leur avis, mais je ne pense pas que ce soit un grave problème en termes d'émergence d'une nouvelle pandémie, parce que c'est un H1. Merci Annie pour ce très bel exposé. Donc, tu as présenté le porc comme un mixing vessel très important, et c'est clairement le cas, puisqu'il est aux confins de souches humaines et d'oiseaux. Alors, il se trouve qu'il y a une très grosse pression sociétale sur l'élevage porcin. Tu as montré ces horribles ces images en Chine de fermes qui sont faites des abattoirs intégrés aussi, parce qu'il faut savoir que les porcs vivent à différents étages au cours de leur vie. Chez nous, on veut maintenant réinstaurer l'élevage du porc en plein air. Ce qui, d'un point de vue biologique, me semble une aberration, puisqu'on va forcer la rencontre d'oiseaux et de porcs qui n'existent plus dans le système chinois. Donc je veux savoir si tu as lu dans tes articles s'il y avait une corrélation entre l'émergence de ces réassortants humains, porcins et d'oiseaux et un élevage plutôt extensif. Oui, je n'ai rien lu là-dessus, donc je n'ai pas d'études en tête maintenant. Donc c'est vrai qu'en théorie, je pense qu'on voit la France est aussi encline à valoriser ces élevages plein air et nous aussi, finalement, en Wallonie, pour le bien-être animal notamment, on propose ce genre d'élevage, mais les risques à l'interface avec la faune sauvage ne concerne pas que les influenza, ça peut aussi concerner la brucellose, la tuberculose, dans toute une série de maladies qui, effectivement, ce sont des risques qu'on prend en faisant la promotion de l'élevage plein air. Alors, donc je pense que ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est essayer de trouver un juste milieu en augmentant toutes les règles de biosécurité externe. Donc je ne pense pas qu'il faut se dire, bon ben voilà, les animaux doivent être élevés en intensif à l'intérieur. On pourrait peut-être envisager des élevages plus extensifs, mais avec des règles de biosécurité terriblement strictes. Donc vis-à-vis de l'incursion d'agents pathogènes comme la tuberculose ou la brucellose ou même Mojeski, c'est possible. Ici, c'est vrai que l'influenza, c'est un peu compliqué. Je ne vois pas comment empêcher un oiseau sauvage de passer au-dessus d'un élevage plein air en mettant des grillages. Donc, c'est compliqué. Mais, oui. On a une question sur Internet, Madame la Présidente, et c'est Philippe Van de Berg de l'Université de Montpellier, notamment votre congé, qui va la poser. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour ce magnifique exposé que je trouve vraiment extrêmement informatif. J'avais une petite question de curiosité. Dans d'autres modèles d'infection par des virus à ARN, en particulier dans les modèles rétroviraux, on a identifié des facteurs cellulaires de restriction à l'infection qui peuvent constituer des déterminants des barrières d'espèces. Pour l'infection rétrovirale, par exemple, on parle de TRIM5-alpha, de séries des ApoBec 3b en particulier. Est-ce que ce type de facteurs de restriction existe vis-à-vis des infections par les virus influenza animaux et pourrait éventuellement donc empêcher l'infection humaine des cellules humaines par certains de ces virus et par conséquent du réassortiment? Je ne sais pas. La seule chose qui est évidente, c'est évidemment cette spécificité de récepteur qui permet à certains virus, donc soit humains, soit aviaires, d'être infectants.
Et alors, s'il y a d'autres motifs, je ne sais pas, peut-être que le professeur Étienne Thierry ou Alain ont des informations là-dessus, mais moi, je n'ai pas d'idée. Non, désolé, je ne sais pas répondre. Encore des questions dans la salle? Merci beaucoup pour votre exposé. Très intéressant. Encore une question. Vous avez parlé, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte évidemment qu'avec les transports en avion, on a un grand danger de transmission humaine. On voyait déjà ce que c'était d'ailleurs dans les temps passés avec les transports en bateau aussi, où les Espagnols appelaient par exemple la rougeole aussi dans des continents qui n'étaient pas découverts à l'époque. Et ma question, en fait, parce que je me suis rendu compte dans votre présentation combien les transports aussi d'animaux étaient importants en avion. Et donc je me demandais s'il y avait un monitoring justement dans les transports animaux obligatoires sur le plan de l'évaluation, par exemple, du portage de virus ou de choses comme ça. C'était une question. Et la deuxième question, c'était par rapport à la discussion sur les porcs et les oiseaux et l'élevage en plein air. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait moins de promiscuité entre les animaux dans les élevages en plein air n'est finalement pas plus favorable que ce qui se passe dans ces horribles buildings chinois, par exemple, mais c'est vrai aussi dans nos pays par rapport à des élevages de poules et de poulets, par exemple. Oui. Pour votre première question, donc, il y a des contrôles qui sont mis en œuvre quand des animaux sortent d'un pays et aussi quand des animaux entrent. Donc, par exemple, c'est l'AFSCA ici en Belgique qui réalise toute une série de contrôles, notamment à l'aéroport, aux animaux entrant. Maintenant, quand on voit ce que c'est que le commerce international, je doute très fort que ces contrôles soient réalisés de manière rigoureuse systématiquement. En tout cas, il y en a pour des maladies importantes. Alors pour votre deuxième question, oui, vous jouez sur un autre critère. Donc ici, on pourrait se dire, bon, les animaux en plein air, bon, voilà, ils sont plus à même d'être en contact avec des oiseaux sauvages, mais le fait que la marmite soit moins dense pourrait faire en sorte que la pression virale soit moins forte et donc que la probabilité finalement de réassortiment diminue parce qu'il y a moins d'animaux et donc moins de chances de réassortiment. Oui, c'est vrai. On joue sur cet autre facteur. Merci. Merci bien.